vraiment les éléments de réponse à vos attentes. Et on espère vraiment aborder cette rencontre sous trois grandes thématiques. Nous allons voir avec nos intervenants, notamment le poids et l'impact de la digitalisation sur le développement et sur la croissance. Nous allons également aborder la stratégie aujourd'hui numérique et qu'est-ce qu'elle apporte, que ce soit au niveau macro ou que ce soit au niveau micro. Et une dernière partie qui sera beaucoup plus concrète, où nos intervenants vont vraiment nous apporter des éléments de réponse sur l'optimisation des performances, sur les outils à utiliser, etc. Donc, la crise sanitaire aujourd'hui nous a montré que finalement le digital et le numérique a eu une place très importante. Certaines entreprises ont réussi avec agilité à se redéployer. Il y a eu beaucoup de chantiers qui ont été menés, qui ont été ouverts, qui ont été accélérés, que ce soit du côté public que privé également. Et on se pose souvent la question de savoir ce que représente vraiment cette digitalisation dans le développement et dans la croissance. Et là, je pense que je m'adresserai d'abord à Madame Al-Mensah. Alors, McKinsey réalise beaucoup d'études, et notamment dans la transformation digitale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée sur ce que peut représenter le numérique ou la digitalisation dans une croissance? Est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, il peut améliorer d'un certain nombre de points de PIB la croissance? Et d'une façon plus micro, est-ce qu'on peut faire le même exercice? Merci beaucoup, Madame Mansouri. Je pense que c'est une excellente question. C'est une question à 1 million de dollars. L'impact du secteur digital, on le comprend de deux manières. Il y a l'impact direct du secteur, et si on regarde le secteur directement, et on peut le définir de manière très différente, mais on va prendre le secteur comme étant les SS2I, start-up et entreprises du secteur, tout ce qui est call center et entreprises telco. Et au Maroc, on est autour de 6-8% du PIB. Ça vous donne une idée de directement l'impact du digital. Mais le digital, c'est beaucoup plus que juste son impact direct, c'est l'impact indirect qui intervient, je pense, à 3 niveaux. Le premier niveau d'impact, c'est l'impact au niveau de l'administration. Donc, la digitalisation des services administratifs permet à la fois d'avoir un gain de productivité de coûts, mais aussi et surtout d'améliorer l'expérience des citoyens et des investisseurs, et donc d'améliorer le doing business et d'attirer plus d'investissements. Donc, ça, c'est un premier impact indirect. Sur le volet économique, il y a une amélioration de la productivité grâce au digital, et sur les entreprises, on estime en général, et ça dépend de chaque secteur, quand une transformation digitale est bien réalisée dans une entreprise, qu'elle couvre le commercial et les services internes, on est autour de 20 à 30% d'amélioration des résultats. Ensuite, il y a un dernier volet indirect qui est important à prendre en compte, c'est le volet social. Et donc, grâce au digital, on arrive à apporter des services sociaux de façon plus ciblée et à les apporter dans les endroits les plus reculés du pays en utilisant le digital. Donc, au global, je dirais qu'il y a un impact sur le PIB, on a dit autour de 6 à 8% en direct, mais que l'impact indirect est largement supérieur à cela. Parfait. Monsieur Nafi, alors, justement, la crise sanitaire a mis en évidence ce rôle du digital, et Madame Mensah, donc, elle nous a parlé grosso modo de ce que ça peut représenter en termes de croissance. Est-ce que vous, en tant qu'expert en la matière également, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la digitalisation a permis de réduire ou d'atténuer l'effet de la crise sur la croissance? Alors, c'est une question qui m'est adressée, n'est-ce pas, Madame Nsolé? Donc là, en effet, en fait, la crise, elle a bien mis en évidence le rôle du digital, puisque celui-ci s'est avéré comme un moyen incontournable pour assurer notamment la continuité des services rendus aux usagers, qu'ils soient administration, citoyens ou même entreprises. À titre d'exemple, nous étions tous témoins de l'adhésion aux outils digitaux par les acteurs publics privés que nous sommes. D'ailleurs, nous exprimons en ce moment même
j'ai envie de dire, sur une plateforme digitale dans le cadre de cette conférence. Donc, ça témoigne effectivement de l'intérêt grandissant aux technologies liées au digital. Alors, donc, Madame El-Mansal a parlé effectivement de la contribution du secteur du numérique dans le PIB marocain et sa valeur ajoutée. Et elle a aussi parlé du deuxième point qui est important, qui est de dire que le secteur, le digital en lui-même, il a marqué tous les secteurs socio-économiques du pays, sans exception. Et on a vu, par exemple, par rapport à l'essor de certains secteurs qu'on citerait, tels que l'éducation, qui a aussi développé pas mal de services digitaux aux apprentis durant cette crise sanitaire. Il y a eu beaucoup de plateformes qui ont été développées, voire mises en place par des acteurs économiques marocains pour assurer l'enseignement et la formation à distance. Donc le secteur a quand même bougé. Il y a aussi, s'ajoute à cela, en tout cas, le développement du secteur du e-commerce. Comme vous le savez, nous savons tous que durant la période du confinement, elle a été marquée par un recours massif aux plateformes d'e-commerce. Et donc, d'ailleurs, selon les dernières statistiques du Centre monétique interbancaire, les transactions du e-commerce par les cartes domestiques ont enregistré une hausse de à peu près 40% en 2020, ce qui témoigne en tout cas de la bonne dynamique, de la croissance qui est assez soutenue des paiements en ligne et du secteur en question. Donc, on a aussi remarqué l'adoption des technologies telles que le cloud, par exemple, l'intelligence artificielle, le big data par les entreprises. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut souligner. Et d'ailleurs, en fait, l'OSIM a même publié récemment les résultats préliminaires d'une enquête sur la maturité digitale du Maroc et les besoins, en tout cas, en acculturation digitale, et qui a relevé quand même que 80% des entreprises sondées ont répondu qu'ils ont entamé un projet de digitalisation, sachant que 50% de ces opérateurs sont des PME, des petites ou moyennes entreprises. Donc, je conclus vraiment mes propos en disant que l'accélération du chantier de transformation digitale dans le pays est plus que jamais aujourd'hui une nécessité. Donc, on n'a plus vraiment le choix. Et donc, voilà, effectivement, il y a eu un impact quand même positif. Est-ce que sans tous ces chantiers, est-ce qu'on aurait pu avoir une baisse de la croissance beaucoup plus importante que ce qui est affiché à fin 2020? Bien évidemment, parce qu'en fait, c'est vrai que, en tout cas, les opérateurs économiques qui ont rapidement saisi les enjeux du digital et de ses apports, en tout cas, dans l'amélioration, que ce soit de leur productivité ou leur compétitivité, ont permis quand même d'atténuer les effets de la crise. Cela dit, il y a aussi des éléments qui sont beaucoup plus structurels, mais ça, on en parlera parce que la crise a touché quand même tous les pays du monde, sans exception, y compris le Maroc. Et donc, voilà, effectivement, on a quand même des entreprises qui ont été à l'arrêt pendant un certain temps. Et on sait que le tissu quand même économique marocain n'est pas assez, ne tire pas assez profit de ce que peut offrir en tout cas les technologies en termes de digitalisation. On a encore un tissu, en tout cas, par exemple, industriel qui est assez fragile, j'ai envie de dire. Mais ceci dit, il y a une prise de conscience, à mon avis, aujourd'hui qui est devenue de plus en plus importante, qui prenne place et qui permettrait certainement, en tout cas, d'envisager cette année 2021 d'une autre manière et qui permettrait en tout cas de gagner quelques points de croissance pour les années à venir. Voilà, ça c'est vraiment ma perception à moi par rapport à votre question. Parfait, merci. Alors, Monsieur Laroussi, on parle aujourd'hui des différents chantiers qui sont menés, que ce soit au niveau de l'administration publique ou du privé. Est-ce qu'on peut dire que la maturité digitale des entreprises est corrélée avec leur performance? Absolument, absolument. C'est ce que nous constatons vraiment au quotidien chez Inouï Business avec les clients entreprises, mais aussi les acteurs qui ont une vocation publique et qui souhaitent améliorer leur performance. Ils passent vraiment indéniablement par une sorte de roadmap ou de checklist un peu qui devient la même, quelle que soit la taille de l'acteur, vraiment de la TPE jusqu'aux très grands acteurs, qui va vraiment d'une réflexion vers qui ils vont adresser leur valeur ajoutée, donc vraiment l'accès à leur marché, pour parler vraiment des entreprises. Et le digital fait partie des réponses, ce n'est pas la seule réponse, mais ça fait partie des réponses. Comment ils peuvent continuer à améliorer de manière continue leur proposition de valeur, expérience client, l'adaptation de leurs produits au marché qu'ils adressent et la connaissance du marché à travers le digital, les outils digitaux, c'est aussi quelque chose qui revient très souvent dans les réponses à cette checklist. Et puis enfin, comment assurer la pérennité, comment assurer la résilience face à tout ce qui peut arriver comme incident dans le développement de l'entreprise. Et donc vraiment, on retrouve cela
aussi bien dans la TPE, qui est un marché très, très, très localisé, que des entreprises marocaines qui exportent ou des multinationales qui sont présentes au Maroc. Et plus cette réflexion, elle est vraiment drivée par le business et qui donne comme conséquence un plan de développement, de connectivité, de cloud, etc., et non pas l'inverse, plus c'est fait de cette manière-là, mieux sont les résultats en termes de performance. Monsieur Marciano, vous qui œuvrez un petit peu à une très grande échelle, comment le numérique peut-il vraiment contribuer à la croissance? C'est une question un peu large, mais du fait de votre expérience, je pense que vous pouvez nous apporter des éléments de réponse. Merci en tout cas pour la question. Je vais tenter d'y répondre. Je pense que je vais faire écho à beaucoup de choses qui ont été dites, en utilisant un modèle un petit peu différent d'ailleurs que le premier modèle qui a été proposé. Je pense qu'on peut adresser cette question autour de 3 axes. En tout cas, c'est la manière dont on y réfléchit Facebook, autour de l'individu, de l'entreprise et du gouvernement, en tout cas de l'administration de manière large. Et quand on réfléchit de manière générale au numérique ou à la digitalisation, l'angle que prend souvent Facebook et les acteurs un petit peu digital, c'est la notion de la friction. C'est-à-dire comment est-ce qu'à travers le numérique, on va pouvoir réduire ou faire éliminer des frictions existantes dans les modèles traditionnels pour pouvoir améliorer les processus existants et par la suite innover. Donc si on revient à ces 3 grands axes, l'individu, pour faire écho à ce qui a été dit, on parlait de 20-30% d'amélioration des performances d'une entreprise, 6 à 8% du PIB, c'est des chiffres qui sont importants. Le point de départ pour nous, c'est la connectivité. Je sais qu'il y a eu un autre débat sur ce sujet-là, mais je pense que ça vaut le coup d'en parler un petit peu, en tout cas quelques instants. Une étude qui a été menée récemment en Afrique, sur le continent africain, qui montre que pour chaque pourcentage de connexion à Internet, l'économie croît en moyenne de 0,25%. Donc, la corrélation entre la connectivité et la croissance économique est ultra importante. Et cette corrélation est particulièrement importante du point de vue de Facebook, dans le sens où notre mission à nous, ça va être de réunir le monde, de donner le pouvoir aux individus, de se réunir sur nos plateformes pour pouvoir échanger, communiquer, dialoguer au quotidien. Et donc, il est important, à notre sens, d'offrir dans un pays une opportunité de se connecter à Internet de plusieurs manières et surtout avoir un marché qui soit compétitif et qui, du coup, permette de rendre la connectivité abordable. Alors, plus qu'un moyen de communication et d'échange et d'expression, la deuxième dimension qui est importante pour nous à l'échelle de l'individu, c'est l'éducation. C'est-à-dire que la vision traditionnelle de l'éducation qui passe par l'université, elle est en train de se transformer et cette fameuse 4e révolution industrielle, comme l'appelle le World Economic Forum, a transformé ce besoin vers quelque chose de plus flexible, de plus continu, de complètement digital. Et en réalité, le Covid a fait qu'accélérer, la pandémie n'a fait qu'accélérer ce processus de transformation de l'éducation. Et dans un pays, quel qu'il soit, et je pense que c'est aussi le cas au Maroc, c'est important qu'il y ait un alignement entre les compétences de la population en sens large, des individus dans les petites entreprises et grandes entreprises, et les technologies qui sont à disposition pour effectuer cette transformation digitale. Et donc, pour nous, le deuxième grand sujet, c'est vraiment l'éducation quand il s'agit de l'individu et de manière large. Et d'ailleurs, quand on regarde, et c'est intéressant, hein, les métriques type le Global Connectivity Index, on observe qu'il y a un sujet de supply de la technologie, mais aussi un sujet de demande. Et souvent, la corrélation entre l'éducation et la demande est forte, et donc c'est vraiment au cœur de ce sujet-là. Après, le troisième axe pour l'individu, c'est vraiment cette notion d'accéder au marché. C'est-à-dire que les plateformes type Facebook, le digital de manière générale, démocratisent l'accès au marché, permettent aux consommateurs marocains de consommer à l'échelle internationale, mais aussi aux entreprises marocaines de proposer leurs produits à l'échelle internationale et de s'adresser à leurs consommateurs où qu'ils soient dans le monde. Et nos outils, en tout cas nos plateformes Facebook, sont au cœur de ce processus-là. Notre intention, c'est d'accompagner le consommateur dans ce processus de découverte de ce qui va devenir accessible à lui à travers le monde et d'accompagner bien sûr les entreprises dans le fait de les connecter avec ces fameux consommateurs. Le deuxième axe de réflexion, ça va être l'entreprise, où, comme ça a été mentionné plus tôt, le digital, le numérique d'une manière générale, c'est un facteur de compétitivité autour des grands axes traditionnels, hein, l'information, la productivité avec la digitalisation des chaînes d'approvisionnement, la gestion des fournisseurs, l'automatisation, le partage d'informations. D'ailleurs, le partage de connaissances, c'est un sujet sur lequel on travaille énormément au sein de l'entreprise, dans un monde mobile. La proposition de valeur en elle-même, les services qui sont proposés, les produits, l'accès au marché aux consommateurs, mais aussi l'écoute
et bien entendu la gouvernance. Ça, c'est un sujet qui est de plus en plus important aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises. De ce point de vue-là, l'objectif du digital, ça va être avant tout de réduire la friction, donc améliorer les processus existants, rendre les produits ou les services plus accessibles, et par la suite, ça va être de permettre l'innovation, proposer de nouveaux produits ou des services qui ne sont possibles que grâce au digital. Donc, dans certains cas, on va voir le digital permettre d'améliorer les marges, c'est souvent le cas dans le manufacturing, dans tout ce qui touche au voyage, à la finance. Dans d'autres, le digital va faire pression sur les marges, c'est souvent le cas dans le retail, mais en contrepartie, va permettre d'enclencher plus de volume. C'est un jeu qui s'équilibre dans le temps. Et comme pour les individus, et ça a été dit plus tôt, la corrélation entre l'adoption des ICT, des technologies d'information et la croissance économique est de manière consistante à travers tout un ensemble d'études prouvées, 20-30%, étaient les chiffres qui ont été mentionnés, ils me paraissent tout à fait en phase avec ce que l'on observe. Notre rôle, Facebook, ça va être d'accompagner l'entreprise à travers tout ce processus-là et d'aider l'entrepreneur, que ce soit la petite entreprise ou les dirigeants des grands groupes, à mener cette réflexion-là autour des grands axes pour les aider à être de plus en plus compétitifs. Et finalement, et ça a été dit aussi, la dernière axe de réflexion quand on réfléchit à la contribution du numérique à la croissance, c'est le gouvernement, c'est les administrations. Et bien entendu, aujourd'hui, c'est au cœur des sujets de société. On l'a bien vu avec la gestion de la crise sanitaire, où au-delà des dimensions logistiques, et les plateformes type Facebook et autres ont été au cœur des dispositifs d'information de la population. On a été en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, avec les différents gouvernements, non seulement pour informer les populations sur les mesures qui sont prises pour faire face à la pandémie, mais aussi pour anticiper l'évolution de la pandémie et armer les gouvernements et les différentes organisations dans la lutte contre la pandémie. Mais ici, on voit bien qu'on dépasse l'intérêt économique. On rentre dans un sujet qui est de l'ordre de la survie, et d'où l'importance de la connectivité. On en parlait. Cette crise, elle s'applique, en fait, la crise de Covid a illustré le rôle que va jouer le digital aussi sur ce qu'on appelle l'inclusion financière, financial inclusion, qui est enclenchée par le digital. Aujourd'hui, il faut savoir qu'au Moyen-Orient, il y a plus de personnes sur Facebook que de personnes qui ont accès à un compte en banque, à l'échelle de la région. C'est parlant comme manière de regarder le monde. Et beaucoup de pays ont compris l'enjeu en proposant un environnement législatif favorable pour les fintechs. Et l'avantage des fintechs, c'est qu'elles opèrent à l'échelle mondiale sans aucune barrière, donc ça reste une opportunité économique intéressante. Après, on dépasse, là je parle des sujets d'actualité. Le Maroc, ça fait quelques années, depuis longtemps, qu'ils ont enclenché les chantiers de fonds pour la numérisation. On l'a vu avec l'amélioration des processus autour des taxes, les processus administratifs autour de la gestion de l'obtention de permis de construire. Enfin, il y a plusieurs chantiers de ce type-là qui ont été mis en place. Alors, la Banque mondiale a investi en tant que partenaire dans ce développement-là. Facebook et les nouvelles technologies contribuent à améliorer ces processus-là. Ce qu'on pense, c'est que demain, on va parler de messaging un peu plus tard, mais le messaging va être au cœur de ces nouveaux processus administratifs, où on va aller sur Messenger, sur WhatsApp pour engager avec les institutions, pour demander de l'aide, pour obtenir de l'information, pour déclarer. Et c'est finalement l'intégration à travers les nouvelles technologies dans la vie quotidienne, réduire les frictions qui existent entre l'individu, l'entreprise et les administrations, qui va être enclenché, permis par les nouvelles technologies. Pour nous, le secteur privé et travaillent ensemble. Voilà, je suis désolé, j'ai pris un peu de temps, mais voilà, j'essaie de répondre à la question. Alors, justement, vous parlez du développement de plateformes, il y a beaucoup de chantiers qui ont été menés. Et finalement, cette transformation digitale, elle a quand même un coût qui est la consommation de l'énergie. Donc, finalement, peut-être que je m'adresserai à vous ou à M. Larossi, par exemple, pour savoir finalement, est-ce que cette croissance économique, elle est quand même écologiquement soutenable, sachant qu'on augmente l'empreinte environnementale. Donc, je ne sais pas, M. Larossi, si vous pouvez nous répondre à cette question. Et après, je reviendrai vers vous, M. Marciano. En tout cas, de notre point de vue chez Inui Business, effectivement, il y a une réelle conscience de construire nos data centers à partir de celui qu'on a lancé il y a 2 ans à peu près, et les prochains, avec des normes qui répondent à la fois aux conditions de résilience et de pérennité de l'activité pour nos clients, mais aussi des normes qui répondent à une optimisation de l'impact énergétique. Et on voit aussi qu'une partie aujourd'hui de nos clients expriment clairement ce souhait dans leur schéma directeur quand ils s'adressent à nous pour les accompagner en termes d'infrastructures en environnement souverain, ou voilà, principalement.
Donc, il y a une prise de conscience, elle est appliquée sur le terrain, elle est progressive. Elle est vraiment très progressive pour l'instant. D'accord. Alors, Monsieur Ndebré, aujourd'hui, on parle de stratégie nationale d'accélération du digital. Alors, vous-même, en tant qu'acteur du digital, mais il y a aussi des associations professionnelles privées qui contribuent justement à intégrer de nouvelles mesures dans cette stratégie. Mais on n'arrive pas à voir sa mise en œuvre. Je pense que cette stratégie accuse aujourd'hui du retard. Donc, qu'est-ce qui cloche aujourd'hui et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas encore à mettre en œuvre une stratégie qu'on a élaborée depuis un certain temps et où les acteurs vraiment apportent des mesures concrètes pour avancer? Très bien. Donc, merci pour la question. Donc, je tiens peut-être juste à préciser en premier lieu, en fait, qu'on parle bien du Pacte Maroc Digital pour une relance pérenne. C'est comme ça qu'on l'appelle en tout cas. Il a été effectivement proposé, comme vous l'avez dit, par des acteurs du secteur privé de l'écosystème digital marocain, en l'occurrence la PEBI, l'OSIM, l'association MSEC des startups et Maroc Numérique Cluster. Et c'est un plan en fait qui est structuré autour de mesures réglementaires et de programmes projets. Donc ça, c'est vraiment un plan qui a été proposé par ces 4 acteurs qui se sont regroupés pour pouvoir donner une vision du développement digital, en tout cas tel que ces associations le voient. Donc ce pacte, en fait, il exprime aussi une convergence avec la vision de l'agence de développement digital qui s'est traduite à travers un document qu'on avait publié en mars dernier, donc en mars 2020, si mes souvenirs sont bons, et qui traduit un peu les orientations générales du développement du digital à horizon 2025. Il s'agit vraiment d'une vision de l'agence telle qu'elle voit le développement et les perspectives de développement du digital dans notre pays. Et donc, quand on avait analysé un peu le pacte Mao digital et par rapport à notre note d'orientation, on a trouvé qu'il y a pas mal de choses qui convergeaient en termes d'objectifs. Alors, ce qui a été discuté, c'est de dire qu'on allait commencer à travailler sur la déclinaison opérationnelle de ce pacte en question et qui a déjà commencé sur le terrain. Donc, il a été associé à un schéma de gouvernance qui a été mis en place et arrêté avec les parties prenantes. L'ADD en fait partie, mais il y a d'autres acteurs. Il y a la Caisse centrale de garantie, il y a le ministère des Finances, il y en a d'autres, pour pouvoir en tout cas voir comment il est possible de décliner un certain nombre de projets qui ont été proposés par ces 4 associations professionnelles. Du côté de l'ADD, en tout cas, on avait participé avec ce consortium à la qualification des projets qui ont été donnés. Et dans ce cadre, on a organisé des ateliers de travail mixte pour identifier les actions prioritaires et sur lesquelles on pouvait travailler sur leur concrétisation vraiment en lien avec les priorités de l'agence. Parce que, comme vous le savez, on est une agence qui est assez transverse. On ne peut pas aussi être partout, donc on ne peut pas digitaliser tous les secteurs. Mais par contre, on a un rôle vraiment transversal et en tant que catalyseur, on a des chantiers qu'on a inscrits dans notre feuille de route et qui sont validés par notre conseil d'administration, qui est d'ailleurs multi-acteurs. Et donc là, on voit des acteurs, en tout cas, il est constitué d'acteurs du secteur public et privé. Alors aujourd'hui, effectivement, on peut parler relativement de retard, mais d'un certain point de vue, qui est de dire qu'aujourd'hui, pour réaliser en fait les ambitions de ce pacte, qui sont vraiment énormes, on parle vraiment de création de 3 000 entreprises, de 10 000 emplois à la clé, de peut-être 5 milliards, si mes souvenirs sont bons, de chiffre d'affaires. Ça nécessite vraiment la mobilisation de financements considérables et qui doivent en tout cas faire l'objet de discussions avec les services compétents du ministère des Finances. Et donc, effectivement, pour résumer, donc, il y a des projets qui ont déjà démarré et qui avancent très bien et qui sont inscrits en tout cas dans le cadre de la feuille de route de l'agence et sur lesquels on avait impliqué les 4 associations. Mais il y a effectivement d'autres projets beaucoup plus, j'ai envie de dire, énergivores, entre guillemets, en termes de budget et de chiffrage, et par lesquels, bien évidemment, il va falloir passer par d'autres processus administratifs pour pouvoir lever les budgets nécessaires afin de réaliser ces projets. Voilà pour vous donner vraiment une idée globale de l'avancement, en tout cas, du pacte Maroc Digital. Alors justement, vous avez parlé de financement et je pense que c'est une pierre angulaire dans ce programme de digitalisation. Alors, on a vu que l'État soutient aujourd'hui un plan de relance avec les 75 milliards qui sont dédiés au crédit garanti par l'État. Il y a quelques 25 milliards qui vont servir à financer des projets en PPP ou bien à recapitaliser des entreprises. Mais on ne voit pas, contrairement à des pays européens, dont la France par exemple,
la part du numérique dans ce plan de relance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce financement, mais où est le numérique dans ce plan de relance? Puisqu'on dit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important, mais on ne le voit pas assez dans ce plan de relance. Alors, comme vous l'avez si bien dit, donc pour rappel, effectivement, le plan de relance économique, en tout cas, sera traduit par l'injection de 120 milliards de dirhams dans l'économie marocaine, dont effectivement 75 sous forme de crédit bancaire garanti par l'État. Et puis, on a 45 qui seront affectés au fonds Mohamed VI pour l'investissement. Et donc, effectivement, il est ventilé en deux. Il y a les 30 millions de dirhams qui seront mobilisés auprès d'acteurs institutionnels, nationaux et internationaux. Il y a les 15 milliards qui sont déjà financés par l'État, comme prévu par la dernière loi de finances. Alors, comme vous le savez peut-être qu'il n'y a pas eu assez de communication sur ce sujet, mais en tout cas, le fonds a pour objectif de contribuer effectivement au financement de projets d'investissement d'envergure, donc de renforcer notamment le capital des entreprises. Donc, elles peuvent être des entreprises du digital, de soutenir les activités productives en ligne avec les stratégies, on va dire, sectorielles et politiques publiques de l'État. Alors, ce qui est à souligner, c'est que, en fait, l'innovation et les technologies et les nouvelles technologies fait partie des 6 domaines prioritaires d'investissement du fonds. Parce que dans le fonds, effectivement, on ne peut pas investir dans tous les domaines et on en avait priorisé en tout cas 6. Et donc, sur les 6, il y a effectivement les infrastructures, il y a le développement des PME, il y a l'agriculture et le tourisme, et puis la restructuration industrielle. Mais en tout cas, la partie innovation et nouvelles technologies est un domaine prioritaire. Donc, effectivement, le digital vu de cet angle, plutôt technologique, effectivement, est un chantier qui est important pour ce fonds. Par ailleurs, je vais peut-être souligner un point, c'est que lorsqu'on travaillait sur le plan de relance économique, donc c'est le ministère des Finances qui chapeaute un peu cet exercice, donc il envoie un peu une requête à tous les départements ministériels, y compris le nôtre, qui est le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'économie verte et numérique. Et ce dernier, avec l'appui de l'agence, avait proposé un plan stratégique pour la relance économique via le digital. Donc, effectivement, ces projets feront probablement peut-être l'objet d'une analyse auprès du fonds lorsqu'il s'agira de financer des projets structurants dans le cadre du domaine de l'innovation et de nouvelles technologies. Et voilà, c'est pour dire effectivement peut-être qu'il n'y a pas eu assez de communication, mais le digital prendra part dans la relance économique qui est prévue, en tout cas pour les années à venir. Parfait. Alors, Madame Lemensar, McKinsey travaille beaucoup, que ce soit avec les administrations ou avec les entreprises. Et justement, ce plan de relance, il souhaite accompagner les acteurs du digital et plus particulièrement peut-être les auto-entrepreneurs, les startups, les TPME et les PME, et l'administration également. Mais qu'en est-il de toutes les autres entreprises? Est-ce que pour vous, il vous semble nécessaire de mieux les accompagner? Et est-ce que des mesures incitatives pourraient justement être mises en place pour cet accompagnement? Alors, je vais vous dire, de notre expérience, comme je vous ai dit, quand il s'agit d'une entreprise qui va se digitaliser, on va en fait, séparons les choses entre deux types d'entreprises, les grandes entreprises et les PME, TPME. Quand il s'agit des TPE, PME, la digitalisation est en général un coût, entre guillemets, qui est devenu abordable avec l'évolution des offres. Il y a beaucoup d'offres sur le marché et c'est devenu beaucoup plus abordable. Et il y a déjà des systèmes de support, notamment avec Maroc PME, qui a des dispositifs qui peuvent accompagner et financer jusqu'à parfois 80% de l'investissement pour la digitalisation. Et aujourd'hui, ces systèmes ne sont pas forcément utilisés autant que le quota qu'ils se donnent. C'est-à-dire qu'il leur reste toujours du support à donner. Et donc, quand on regarde ça, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas le financement qui manque pour ce type d'entreprise, mais c'est la volonté, le besoin de se digitaliser, le fait de la maturité de comprendre quelle est l'importance de se digitaliser dans ce type d'entreprise. Quand on regarde les grandes entreprises, là, les programmes de digitalisation sont en général un peu plus conséquents parce qu'on est en train de faire du tailor-made, vraiment des choses sur mesure pour ces entreprises, que ce soit en termes de digitalisation de leur processus interne où ils vont avoir besoin de gros ERP, de grosses machines qui vont gérer ces processus-là, ou aussi au niveau commercial où ils vont, au lieu d'avoir besoin de se connecter à des marketplaces existantes, ils ont besoin de non seulement créer un site, mais créer un site de e-commerce qui est dédié, par exemple. C'est juste un exemple.
Mais donc, pour ces entreprises-là, l'investissement dans le digital est un peu plus conséquent et elles vont avoir moins accès à des financements. Mais en réalité, de notre expérience, on se rend compte que ces financements sont rentables avec l'amélioration qu'on estime entre 20 et 30% dépendamment des secteurs des résultats et sont rentables très rapidement. C'est des investissements où on voit un retour en 2 à 3 ans, c'est complètement rentable et on a dépassé les coûts investis. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de coût et jusque-là, et j'en ai discuté avec quelques collègues récemment, on n'a pas encore rencontré une entreprise où la digitalisation est bloquée par le fait de la financer. Le vrai blocage et le point qui fait que ne sautent pas le pas ces entreprises-là, c'est le fait qu'il n'y a pas de vraie volonté du top management qui est là. Est-ce que c'est par crainte? Qu'est-ce qu'ils craignent? Pourquoi il n'y a pas cette volonté? En fait, c'est difficile de voir et de croire aux impacts du digital. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'investir beaucoup dans par exemple, en banque, dans des core IT systèmes, etc. Et il y a une approche qui est très traditionnelle où le digital et l'IT sont mêlés dans la tête des gens. Et je pense qu'il y a besoin de se rendre compte de l'impact du digital, qu'il y a besoin aussi d'éduquer sur les nouvelles approches qui sont agiles et itératives, qui permettent rapidement d'avoir des résultats. Parce que quand on demande à quelqu'un de venir investir 150 millions de dirhams dans une grande transformation digitale d'envergure, on se dit les impacts vont arriver au bout de 3 ans. Alors qu'en réalité, avec une approche itérative, on commence à déployer les premières solutions en 4 à 6 mois et les impacts et les fruits commencent à arriver au fur et à mesure et refinancent. Donc, je pense que c'est plus une culture digitale qui n'est pas encore partagée de façon large au niveau du top management. Vous qui travaillez assez souvent avec le secteur public, alors le Conseil économique et social et environnemental propose la digitalisation des services administratifs dans un délai de 3 ans. Et des associations privées dont a parlé M. Nebri tout à l'heure proposent une implémentation en 6 mois d'un plan de transformation digitale pour les administrations. Est-ce que ces 2 délais vous semblent réalisables et dans quelle mesure ils seraient réalisables? Écoutez, je pense que cette discussion est une discussion qu'il faut prendre dans son contexte. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du monde pré-Covid. Le grand challenge dans la transformation digitale pour les administrations, c'est le challenge de l'acceptation du digital et du changement des mentalités. Si on en avait parlé il y a 1 an ou 1 an et demi, je vous aurais dit c'est quasiment impossible. En revanche, quand on regarde aujourd'hui le contexte dans lequel on est, il y a un vrai momentum. Il y a un momentum à la fois au niveau des mentalités, parce que grâce à la crise du Covid, il y a une accélération de la maturité digitale des utilisateurs, c'est-à-dire si on prend n'importe qui dans une administration, n'importe quel fonctionnaire, aujourd'hui, quasiment tous savent utiliser des outils comme Zoom, Teams, Google Meet, un des outils de collaboration, et donc ils se sont habitués à utiliser des outils digitaux. Il y a aussi, comme le disait M. Nebri, on n'a plus le choix. On se rend compte qu'on n'a plus le choix de digitaliser. Donc, côté mentalité, il y a un momentum. Au niveau international, il y a un vrai momentum lié au Covid et même avant Covid. On le voit, la Banque mondiale pousse de plus en plus les systèmes d'identification électronique, supporte les États dans leur transformation digitale. On le voit, l'Allemagne, par exemple, s'est lancée dans le Online Access Act en 2017 qui digitalise toutes les procédures administratives en 5 ans, etc. Au niveau marocain, je pense qu'il y a un momentum qui est tiré par 2 choses, qui est tiré d'abord par des réussites et par un cadre réglementaire. Des réussites qui sont des exemples, comme l'exemple de Rojas pour tout ce qui est demande urbanistique, comme le mentionnait M. Marciano avec les demandes de permis de construire en ligne, ou encore la plateforme CRI Invest qui permet aux investisseurs de réaliser l'ensemble de leurs démarches administratives en ligne et d'avoir des réponses en moins de 30 jours. Donc, ces réussites ont montré par le passé qu'on peut transformer, digitaliser les services administratifs et que ce soit pour Rojas ou pour CRI Invest, le déploiement, du développement au déploiement, il y a eu pour les premières versions moins de 6 mois.
Donc, on a réussi à le faire par le passé dans notre pays. De point de vue réglementaire, il y a une loi qui a été promulguée en mars dernier et qui est entrée en vigueur en fin septembre dernier, qui est donc la loi 55-19 pour la simplification et digitalisation des procédures administratives, qui donne un délai réglementaire de 5 ans. C'est-à-dire que peut-être que 3 ans va être compliqué, mais en fait, 5 ans, les administrations n'ont pas le choix. Il y a un autre délai qui est intéressant. Est-ce que c'est pas beaucoup à l'heure où tout va très vite? Dans 5 ans, il va y avoir d'autres défis, d'autres enjeux. La réalité, c'est que ça prend du temps et qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont prendre un peu plus de temps pour les digitaliser en profondeur. C'est-à-dire que pour les procédures qui ne sont pas du tout digitalisées aujourd'hui, on a une opportunité de faire un bond en avant énorme parce qu'on peut mettre en place un système et l'utiliser directement. Par contre, il y a des choses qui vont prendre du temps, comme la mise en place de registres comme la CNIE2 ou le registre national des populations qui vont prendre du temps pour avoir une vraie identité électronique. Il y a des choses comme ça qui vont prendre du temps. En revanche, le cadre réglementaire et la volonté des acteurs qui le portent aujourd'hui est que d'ici à fin mars, on ait déjà une première plateforme qui permet de créer de la transparence, qui est la première étape de digitalisation pour l'ensemble des acteurs. Et il y a une volonté avant la fin de l'année d'avoir une plateforme qui permette de suivre l'ensemble des démarches administratives en ligne et de recevoir les documents administratifs. Et si on se base sur les modèles, par exemple le modèle Paperless Dubaï, pendant des mois, il a été communiqué que tout était digitalisé, mais en fait, c'est tout ce qu'on avait. Une plateforme qui suit les choses et il y avait des coursiers qui, derrière, physiquement, emmenaient des documents d'une administration à l'autre. Donc, le défi que se donne aujourd'hui le Maroc, c'est d'avoir un portail en moins d'1 an qui est capable de supporter toutes les démarches administratives. Donc, je pense que c'est un défi qui, au global, qui est faisable et qui devrait être déjà partiellement réalisé en 2021. Et si on est dans cette logique agile et itérative, on a une première brique qui arrive sur cette année et ensuite, ça évoluera au fur et à mesure. Et je pense qu'il se peut que dans 3 ans, on ait quelque chose qui soit quasiment complet, mais il y a besoin de temps pour implémenter des choses qui sont un peu plus au cas par cas, comme le registre national de la population, le registre social unique, où il faut du temps pour collecter juste physiquement collecter les informations biométriques de chaque Maroc. Alors, Monsieur Larossi, les opérateurs télécoms ou des nouvelles technologies ont un rôle important à jouer aujourd'hui dans cette transformation digitale. Est-ce qu'un opérateur télécom, par exemple, doit être beaucoup plus agressif commercialement aujourd'hui pour créer un environnement qui soit propice et permettre justement au gouvernement d'établir leur programme et de lancer les chantiers que l'on sait aujourd'hui? Oui, en tout cas, le modèle économique des opérateurs qui ont une plateforme et une connectivité comme nous, c'est de lever ces freins qu'on a évoqués tout au long de cette discussion. Donc, les freins essentiels, effectivement, c'est de pouvoir se projeter. Et donc, nous, à travers les offres, les services et les solutions du business, on permet cette scalabilité-là pour que à la fois l'investissement ne soit pas, disons, quelque chose qui est gourmand en termes de temps pour la prise de décision, mais que la décision soit plus basée sur comment projeter l'entreprise dans la croissance de son activité et donc la croissance des outils digitaux auxquels elle a recours. Et donc, tous les modèles, que ce soit sur la partie connectivité aujourd'hui, ou pour la partie cloud ou pour la partie sécurité sont basés sur cette projection-là. Typiquement, pour les acteurs qui soient publics d'ailleurs ou privés, nous, pour la partie connectivité, on va toujours favoriser des outils de connectivité qui n'ont pas de limite et qui vont évoluer. Donc, typiquement, la fibre. On va privilégier la fibre et on va avoir un modèle où on co-investit et on attend effectivement la croissance de la bande passante demandée par l'entreprise ou par l'université ou par l'hôpital. Et c'est quelque chose qui permet donc à ce décideur-là, qu'il soit public ou privé, de se positionner dans une image beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, sans que la décision de l'investissement initial ne soit un frein.
La même chose est très applicable nativement, j'allais dire, à la partie cloud. Le fait d'avoir une plateforme de cloud souverain dans des data centers au Maroc qui ont les mêmes normes en termes de résilience, et en termes de sécurité, en termes de continuité d'activité que tous les data centers ailleurs, permet à ces entreprises de commencer des projets aujourd'hui à l'échelle d'aujourd'hui, mais de les projeter à l'échelle de demain. Et donc ça, c'est pareil que ce soit pour un service. On a aujourd'hui des services qui sont plutôt orientés, des services publics qui sont hébergés dans notre cloud, qui sont orientés aux citoyens. On a d'autres services, effectivement, qui sont plutôt internes pour supporter les ERP, etc., pour les grandes entreprises. Ça peut commencer très petit et grandir quasiment instantanément. Et c'est la base du modèle qu'un opérateur devrait proposer. Alors, la crise a fait que, effectivement, ces décisions sont devenues un peu plus difficiles à prendre par les entreprises parce qu'il y a une gestion du cash qui est beaucoup plus attentive, en tout cas pendant 2020. Et donc, il a fallu effectivement que les opérateurs soient beaucoup plus incitatifs sur le marché, que ce soit les opérateurs télécoms ou les autres opérateurs de digitalisation. Et lui a été au rendez-vous, effectivement, pour permettre aux entreprises de ne pas décaler davantage leur projet de digitalisation. Sans que, voilà, c'est principalement le learning principal. Donc, on a été au rendez-vous pour que les projets ne soient pas mis en stand-by. Alors, Monsieur Marciano, alors, de par votre fonction, vous chapeautez la région MENA. Donc, comparativement aux pays de la région, est-ce que vous pouvez nous dire comment, par exemple, comment Facebook peut partager ou participer justement dans l'accélération de la mise en œuvre des stratégies numériques, que ce soit au niveau macro et micro, et dans les différents pays de la région? Est-ce qu'on peut s'inspirer les uns des autres par rapport à l'expérience de chacun? Alors, oui, il y a toujours plein de choses à apprendre les uns des autres. Pour répondre à la question, je pense puisqu'il y a plusieurs dimensions à cette question, je vais parler de la PME comme ça a été fait par le passé, des grandes entreprises et de manière plus large, la manière dont on travaille avec les différentes organisations dans la région. Pour les PME, et c'est le tissu économique, on est tous conscients, c'est un des sujets qui est stratégique pour Facebook, puisque ce qu'on a observé en étudiant plus de 30 000 entreprises en partenariat avec l'OECD au début de cette crise à travers 50 pays, c'est qu'en fait, la grande majorité des petites entreprises, le sujet principal, ça a été la rupture avec la demande. Hormis les problématiques de trésorerie, les restrictions, les lockdowns ont créé une rupture importante entre ces entreprises et la demande. Et c'est là exactement le rôle que Facebook et les nouvelles technologies, de manière générale, le digital, va pouvoir jouer, c'est de faciliter, de renouer la connexion entre la PME et la demande dans le contexte d'une pandémie et par la suite, en fait, d'élargir les perspectives de demande d'une PME. Et pour ça, on a lancé un programme à travers toute la région, mais on a aussi en particulier, qui s'appelle Love Local, où on a fait tout un programme de communication autour de l'opportunité que représente le digital pour les PME. C'était intéressant d'entendre tout à l'heure qu'en fait, malgré le fait que les opportunités de financement étaient là, la question c'était plutôt la demande. C'est exactement la vocation de ce type de programme-là, c'est de faire réaliser aux gens l'opportunité que représente le digital. Ça a été aussi d'informer, d'éduquer les petites entreprises. On a une plateforme, facebook.com/small-business, où il y a plus de 40 formations disponibles gratuitement en français, en anglais, en arabe, où les petites entreprises, mais pas que, peuvent venir se former sur l'e-commerce, le digital de manière large et l'exploitation des plateformes pour les accompagner dans leur problématique business. Et finalement, on a aussi lancé des produits, des solutions. C'est Facebook Shop, qui a en gros la possibilité pour une petite entreprise et une grande entreprise de proposer leurs produits directement sur nos plateformes aux consommateurs sans avoir à construire un site internet ou avoir à gérer et assumer les infrastructures pour pouvoir apporter service et entrer en contact avec leur audience. Donc ça, c'est du point de vue des PME, la manière dont on y réfléchit et le rôle que tente de jouer Facebook dans la région. Pour les grandes entreprises, c'est un petit peu plus large, dans le sens où, bien entendu, les grandes entreprises ont plus de thématiques de digitalisation que les petites entreprises, c'est des sujets plus complexes. Mais on travaille à plusieurs niveaux. Donc, le point de départ, le moins connu d'ailleurs, c'est une plateforme qu'on a qui s'appelle Workplace, qui est le Facebook de l'entreprise. L'idée, c'est de connecter les employés de l'entreprise, d'un groupe, ensemble, pour créer dans un environnement, d'ailleurs, cette plateforme existait avant Covid, mais on a besoin à accélérer dans Covid, dans un environnement où on travaille plus dans les bureaux, où on ne travaille plus de la même manière dans les mêmes espaces.
garder les employés connectés, d'échanger best practices et de créer un lien fort entre le leadership de l'entreprise et les employés qui sont sur le terrain. C'est des solutions qu'on met à disposition des entreprises. On travaille sur d'autres sujets qui sont souvent liés d'ailleurs à leurs audiences, à leurs clients, c'est-à-dire la manière dont ils s'adressent à leurs clients, les plateformes e-commerce, tout ce qui touche au marketing et à la performance, tout ce qui touche à la création de leur marque, tout ce qui touche au recrutement. C'est des sujets larges sur lesquels on va être amené à travailler. Je pense que c'est très difficile d'établir des hiérarchies, des comparaisons entre les différents pays parce qu'en fait, il y a différents prismes, différents contextes et je vais éviter de rentrer dans ce terrain-là. Par contre, ce qui a été dit un peu plus tôt, c'est quelque chose que nous, on retrouve dans notre expérience avec le marché, c'est-à-dire que le challenge numéro 1, ça va être d'avoir la volonté auprès des personnes qui prennent les décisions dans les entreprises d'effectuer cette transformation-là. Je pense que la technologie est disponible, qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui sont en mesure d'accompagner cette transformation digitale. L'écosystème existe de plus en plus. Il s'agit de trouver cette volonté et ça passe par l'évangélisation, ça passe par l'éducation et je pense qu'à travers le temps, on va voir ces sujets s'enclencher. La manière dont les pays apprennent l'un de l'autre, c'est quand un acteur effectue une transformation et communique sur cette transformation-là, souvent les pays voisins, les entreprises qui font partie du même écosystème se réveillent et souhaitent voir adopter les mêmes technologies puisque ça a marché ailleurs. Et d'ailleurs, quand on va sur facebook.com/business, on va retrouver beaucoup de ces cas publics où on partage comment l'effort de digitalisation a permis à des entreprises de gagner en part de marché, d'améliorer leur marge, d'acquérir de nouveaux clients, d'améliorer leurs coûts structurels de gestion de la relation client, et ainsi de suite. Alors, Monsieur Nebri, pour vous qui êtes aussi un acteur du digital, alors on a parlé de financement. Madame Mansar a dit que ce n'était pas tant le problème du financement qui se posait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des outils ou des dispositifs pour que justement les acteurs économiques puissent mener leur transformation digitale comme il se doit? Alors, si ce n'est pas le financement, ça serait quel outil ou quel dispositif? Alors, effectivement, il y a le financement et l'accompagnement. Financement, il y a Madame Mansar, effectivement, qui en a parlé. Donc, il faut souligner qu'il y a une agence quand même qui s'appelle Maroc PME, qui a des programmes déjà relatifs à la transformation digitale des entreprises. Alors, les noms dont a fait allusion tout à l'heure Madame Mansar, c'est le programme Moussaneda IT, où il y a aussi le programme TEFIS. Donc, c'est déjà des programmes, à ma connaissance, qui sont déjà déployés sur le terrain et sur lesquels l'agence, en tout cas Maroc PME, a déjà mené plusieurs actions dans ce cadre au bénéfice des PME et des PME. Et leur subvention, en tout cas à ma connaissance, ils les subventionnent le processus de transformation digitale tout en mettant à leur disposition des prestataires de services effectivement IT sur la plateforme de transfert de compétences de l'agence. Alors, pour accélérer cette transformation digitale PME, on s'est rallié aussi à Maroc PME. Et on a lancé des travaux dans le cadre d'un chantier qui est inscrit dans notre feuille de route et qui consiste à mettre en place toute une plateforme digitale qui intègre vraiment un dispositif complet de digitalisation des PME. Donc, c'est une plateforme qui se veut vraiment ce qu'on appelle un one-stop shop, c'est-à-dire elle permet depuis une étape d'audit de maturité digitale qui pourrait être fait en ligne par une PME ou une TPE jusqu'à l'accès à des solutions numériques clés en main par ces entreprises, un programme d'accompagnement qui en découle et enfin une offre de financement sur mesure qui est en cours d'élaboration avec cette agence. Donc effectivement, il y a aussi des accompagnements qui sont aussi en tout cas proposés par des acteurs privés, mais aussi au profit d'un certain nombre de structures qu'on appelle généralement les jeunes entreprises innovantes ou les startups. C'est aussi une partie des entreprises aujourd'hui qui constituent de plus en plus et qui se développent de plus en plus dans notre pays et sur lesquels, effectivement, il y a beaucoup de programmes de financement tels que ceux de la Caisse centrale de garantie, mais il y a aussi des programmes d'accompagnement qui sont faits par les accélérateurs et les incubateurs qui sont labellisés d'ailleurs par la Caisse centrale de garantie pour pouvoir accompagner et développer la transformation digitale de ces entreprises. Donc voilà à peu près le dispositif. Et comme l'a si bien dit Madame Mansar, aujourd'hui, ce n'est pas question de manque d'outils ou de dispositifs. Il y a vraiment ce qu'on constate aussi, c'est effectivement du côté plus du regard public, c'est qu'il y a une nécessité vraiment de percevoir ou d'apercevoir, en tout cas
d'essayer de bien comprendre les enjeux de la digitalisation et de la transformation digitale et que ça part bien vraiment du business vers l'IT et non l'inverse. Effectivement, c'est toute une logique aujourd'hui qu'il va falloir driver et toute une culture et une mindset qu'il va falloir développer au sein même des entreprises et en particulier des TPME et des PME, contrairement aux grandes entreprises qui ont déjà des coûts, j'ai envie de dire des coûts d'avance et une logique bien avancée par rapport à comment ils peuvent mener leur transformation digitale. Alors justement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler au nom de l'État, de par votre fonction, mais votre opinion nous intéresserait. Pour vous, quelles seraient les actions prioritaires que l'État devrait prendre aujourd'hui pour accélérer justement le chantier de la digitalisation? Alors, c'est une bonne question. En tout cas, à mon sens, l'accélération en tout cas des chantiers de digitalisation est tributaire d'un certain nombre de prérequis structurants. Quand on fait l'analyse un peu, le benchmark de ce qu'ont font les autres pays, on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, de toute façon, le digital s'est imposé en quelque sorte, entre guillemets, à tous les gouvernements des pays du monde entier. Donc, c'est aujourd'hui un enjeu majeur de développement économique et social. Donc, personne ne peut dire le contraire. Alors, force est de constater que le Maroc, en tout cas, un tel développement ne peut être envisagé, à mon sens, sans suffisamment investir dans l'éducation, la formation. En fait, c'est pour moi un pilier angulaire du développement du digital dans notre pays. Il y a aussi la recherche et développement. On parle beaucoup de souveraineté numérique. Aujourd'hui, il faut avoir des entreprises, un écosystème d'opérateurs économiques marocains qui est très fort et on ne peut le construire sans recherche et développement. Donc pour moi, c'est un axe prioritaire d'investissement. Il y a aussi tout le volet infrastructure donc, qui est important. Donc, il y avait, je pense, Monsieur Wassim, alors il y a M. Wassim, effectivement, qui avait parlé de la connectivité, de l'infrastructure numérique, notamment tout ce qui est digital et, cloud, et service cloud, qui sont aujourd'hui aussi la base du développement du digital. On ne peut pas parler du digital sans parler d'infrastructure. Donc, c'est vraiment très lié. Et aussi tout l'aspect qui est lié à la confiance numérique. Donc, il y a Joachim qui en a parlé rapidement. C'est cette confiance qui doit s'installer entre l'usager et l'administration. Sans cette confiance, on ne peut pas faire face aux défis post-Covid pour les années à venir. Donc, c'est vraiment tous ces volets, pour moi, qui me semblent très importants, en tout cas, et qui sont, en tout cas, à mon sens, très importants pour accélérer la transformation digitale, en tout cas, de notre pays. Alors, Madame El-Mansar, pour vous, comment l'entreprise pourrait justement optimiser ses coûts et justement renforcer ses performances grâce à la digitalisation? Là, on a l'autre côté micro. Alors, en fait, quand il s'agit d'une entreprise, il est important d'avoir une approche qui soit structurée autour d'une feuille de route digitale. Le tout n'est pas de se lancer dans une digitalisation à tout vent. Il faut définir des cas d'usage clairs. Je vais prendre un exemple d'une assurance, par exemple. Une assurance peut définir des cas d'usage autour de la digitalisation de ses sinistres, la digitalisation de la gestion de la fraude, des cas d'usage autour du renouvellement ou du fait de mieux gérer sa base de clients, que les clients ne changent pas d'assurance, etc. Et il faut définir clairement quels sont ces cas d'usage et avoir une compréhension claire de quelles sont les interactions entre ces cas d'usage et quels sont les bénéfices. Les bénéfices à la fois d'un point de vue financier de ces cas d'usage, ou encore de rétention pour les clients, ou encore d'optimisation des coûts en interne. Et il s'agit, pour définir une feuille de route qui soit la plus intelligente possible, d'avoir une approche priorisée en prenant en compte à la fois les apports et impacts de ces différents cas d'usage et aussi leur faisabilité pour s'assurer qu'on ait un programme qui, en général, pour une entreprise, à minima, prend 18 mois pour une transformation large d'une grande entreprise ou peut aller jusqu'à 2 à 3 ans pour des entreprises qui veulent le faire un peu plus doucement. Et il faut avoir un programme qui soit bien timé dans le temps pour qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent à minima tous les 6 mois pour qu'il y ait toujours du nouveau et que ça redonne de l'énergie et que ça remette aussi du beurre dans le plat, puisque dès qu'on déploie un cas d'usage, on commence à récolter les fruits.
Donc, je pense que pour une entreprise, il faut avoir cette vraie réflexion de cas d'usage et d'avoir aussi, quand je dis cas d'usage, une orientation utilisateur. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à je digitalise mes achats, je digitalise ma finance, mes stocks, etc. Il y a une réflexion de quelles sont mes choses internes que je digitalise, mais je regarde mon utilisateur, ce qui va changer mon métier, mon business, et ensuite je repars vers l'intérieur et je priorise en réfléchissant à quels sont les apports et qu'est-ce que je cherche à faire pour me développer. Est-ce que c'est de l'optimisation de coûts, de la réduction de l'optimisation de coûts, de l'amélioration de la productivité ou de l'amélioration de la satisfaction de mes utilisateurs? Donc, c'est une belle transition. Pardon. Allez-y, C'est une excusez-moi. belle transition peut-être pour poser une question à M. Larossi, pour voir comment aujourd'hui on peut accompagner les entreprises dans cette transformation et comment on peut améliorer cette expérience client. En fait, les entreprises aujourd'hui, comme elles ont différents niveaux de maturité, mais quand même la même roadmap et la même checklist un peu drivée par les questions business que Mme Mansal a soulevées, la base, effectivement, c'est de leur donner accès, donc de les connecter. Il y a encore des entreprises qui ne sont pas, on va dire, connectées à 360 degrés ou qui n'ont pas toute leur force de vente connectée ou tout leur capital humain connecté. Donc là, nous œuvrons chez Inui effectivement pour la généralisation de la connexion, que ce soit la connexion des utilisateurs, la connexion des outils qui sont centralisés dans leur salle blanche ou dans les data centers, mais aussi connecter les objets que la production peut utiliser. Donc ça, c'est vraiment la base pour qu'on puisse accéder à des chantiers de transformation. Et puis après, je pense qu'il faut mettre en place pour l'entreprise tous les leviers pour que disons, les forces vives de cette entreprise s'occupent plus de cette roadmap de transformation orientée expérience client, orientée omnicanalité, orientée avantage business. Et donc, il faut qu'il y ait des acteurs gestionnaires comme Inui Business qui prennent en charge toute la partie infrastructure, qui devient de plus en plus, on va dire, c'est vrai qu'il y a une roadmap d'avancement technologique, mais c'est quand même une commodité pour le décideur aujourd'hui IT. Il vaut mieux qu'il passe son temps à traiter les challenges du digital plutôt que de renouveler un contrat de maintenance ou d'upgrader un serveur. Et la troisième chose, une fois ceci mis sur les rails, bah, c'est de garantir les conditions idoines pour tous les plans de continuité d'activité. Et ça concerne, là encore, malgré le fait que le nom est prédominant chez les grands comptes, mais ça concerne tout type d'entreprise aujourd'hui. Tout type d'entreprise doit se poser la question de la sécurité, mais aussi une fois ces processus de production dépendants, entre guillemets, de l'accès au digital et à des ressources distantes éventuellement, bah, d'assurer que ces accès-là sont résilients, qu'en cas d'incident, il y a toujours un backup et que voilà. Donc ça, c'est aussi le rôle aujourd'hui d'acteurs comme Inui Business et nous œuvrons dans ce sens. Alors, tous ces grands chantiers, tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur la transformation digitale ne saurait être possible s'il n'y avait pas de la technologie. Donc là, je m'adresse à M. Marciano. Quelles sont pour vous aujourd'hui les technologies sur lesquelles on doit miser pour assurer la transformation digitale? Alors, c'est une question large. Il y a beaucoup de technologies à plusieurs niveaux, beaucoup de fonctions de business. Et qui vont toucher, comme l'a été décrit juste à l'instant, les différents aspects du processus de digitalisation. Et d'ailleurs, si je peux me permettre d'ajouter un point sur ce que je viens de dire, je pense qu'une des étapes importantes aussi de la transition d'entreprise, c'est d'accepter que la technologie n'est pas un problème d'un département unique séparé, mais d'intégrer la technologie dans tous les départements, de faire de chacun des decision makers, des décideurs, des directeurs ou des propriétaires des technologies pour que le business et la technologie fassent quelque chose. Maintenant, pour revenir à la question de quelle est la technologie sur laquelle il faut miser pour assurer cette transformation digitale, je pense que je vais y répondre. La seule technologie que je vois aujourd'hui qui adresse cette question et qui est encore sous-exploitée et qui représente pour moi une opportunité intéressante, à la fois pour les petites et grandes entreprises, et qui a explosé au cours de la crise, mais qui est déjà une tendance existante très forte en Asie, en Amérique du Sud, c'est tout ce qui touche au commerce conversationnel, à la manière dont on intègre les messageries dans la manière dont on engage entre entreprises et entre les entreprises et les consommateurs et les individus.
quand je dis entre entreprises, je parle au sein de l'entreprise, on développe l'échange au sein de l'entreprise. Donc, j'en ai parlé un petit peu, les nouvelles technologies qui permettent de connecter les travailleurs qui n'ont jamais été connectés. Travailleurs dans les supermarchés, qui n'ont jamais eu d'ordinateur, qui n'ont jamais eu d'adresse email. Comment est-ce qu'on établit un lien entre eux et leur entreprise et on obtient le partage de connaissances. Et pour ça, le mobile est moteur de cette transformation-là. Et en fait, la messagerie va être au cœur de ça. Et du point de vue de la relation avec le consommateur, en fait, il y a eu des ponts, des sauts en avant qu'on a observés sur le continent africain. On est passé directement au mobile sans passer par les lignes fixes. On est passé directement au paiement mobile sans passer par les distributeurs. Et pour moi, la messagerie, c'est l'avenir. C'est-à-dire que c'est là qu'on va voir demain les consommateurs engagés avec l'entreprise pour plusieurs raisons. Un, parce que le hardware coûte cher et que tout le monde n'a pas accès à des hardware qui permettent de consommer du contenu digital et la messagerie est beaucoup plus abordable. Deux, parce que l'accès à la data reste encore cher. Donc, la messagerie est beaucoup plus efficace que beaucoup d'autres outils. Et trois, parce qu'en fait, c'est la manière dont on a l'habitude d'engager avec nos amis et nos familles. Tout le monde aujourd'hui parle avec ses amis sur WhatsApp, sur Messenger. Et donc, c'est très naturel pour nous demain d'engager avec une entreprise sur la messagerie. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, pour la PME, c'est beaucoup plus facile d'aujourd'hui, en quelques clics, d'ouvrir un compte de messagerie et d'offrir cette possibilité d'engager avec le consommateur et d'avoir une conversation qui va avoir du sens, qui va être engageante. Et pour un grand groupe, finalement, ces expériences frustrantes où on passe des heures à attendre un appel téléphonique à la sortie du travail pour avoir quelqu'un qui va essayer de nous résoudre notre problème, on va demain pouvoir la passer sur messagerie, avoir une conversation fluide et continue dans le temps, qui va beaucoup plus ressembler à une interaction réelle que ce qu'on a pu avoir par le passé. Je pense que c'est encore un secteur qui est sous-évalué, sous-estimé. On a vu qu'en Chine, avec WeChat, ça a explosé. On voit que dans certains pays de la région, ces habitudes existent déjà sans les infrastructures. Demain, les infrastructures vont arriver. Et je pense que à la fois pour les entreprises, les PME, les grands groupes et même de manière générale, l'opportunité que ça représente pour le pays de développer un écosystème autour de cette messagerie, je pense que c'est quelque chose d'intéressant qu'il faut creuser parce que ces compétences-là, demain, tout le monde en sera demandeur et ils viendront chercher les pays qui auront pris ce créneau un peu avant les autres, qui auront développé ces compétences, qui auront développé cet écosystème et qui seront en mesure de les mettre à disposition. Donc, je pense que si je vais choisir une technologie, c'est vraiment la technologie que je mettrai en avant. Après, c'est une question large. On peut regarder, on a parlé d'ICT, on a parlé d'IoT, d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est aussi au cœur de beaucoup de choses qu'on fait. Et je pense que demain, vont faciliter énormément de processus. Tout ce qui touche aux objets connectés. Enfin, il y a beaucoup d'autres domaines, la blockchain. Enfin, c'est un sujet qui est important pour nous, la démocratisation des paiements dans la région, c'est clé. Ça touche à l'inclusion financière. Voilà, c'est des technologies qui vont arriver, qui vont être transformationnelles, qui sont beaucoup moins accessibles en fait à tous, là où la messagerie est accessible à l'entrepreneur, à la petite entreprise qui souhaite entrer en contact avec son client et au grand groupe qui a besoin de réimaginer la manière dont il engage avec ses prospects, avec ses clients existants, avec ses partenaires et ainsi de suite. Parfait. Alors peut-être avant de lancer le débat et d'ouvrir le débat aux participants, j'aimerais peut-être vous poser une dernière question à vous tous, la même question. C'est pour vous, comment le numérique peut être un vrai levier ou un moteur de développement? Si on devait avoir peut-être une réponse, on démarre par vous, M. Marciano, puisque… Comment le numérique peut être un vrai levier de moteur de développement? Je pense que ça serait peut-être les recommandations de cette conférence. Je pense que je vais revenir aux trois thématiques qu'on a beaucoup abordées aujourd'hui. La connectivité. La clé, c'est comment est-ce qu'on fournit l'accès à Internet de manière abordable, dans un environnement qui soit compétitif, où il y a plusieurs options, pour que l'entièreté de la population puisse être connectée. Je pense qu'il y a une deuxième thématique qui est l'éducation, où l'accès au numérique est évangélisé sur l'opportunité que représente le numérique pour les petites et les grandes entreprises. Je pense que c'est important. Je parle d'éducation, d'évangélisation, pour trouver le bon mot. Et après, le troisième moteur, et je pense que ça revient à la notion de l'évolution des chaînes de valeur à l'échelle mondiale. En sortant de Covid, il y a un changement, peut-être, c'est des hypothèses à prendre, mais il y a probablement un changement à l'échelle de l'échiquier mondial des chaînes de valeur, ce qu'on appelle le précautionnisme qui prend un peu le dessus, pour ne pas utiliser le mot protectionnisme, je pense, où on a vu certains pays vouloir rapatrier certains secteurs d'activité essentiels comme l'agriculture, le pharma et autres.
je pense que ces évolutions-là vont amener à créer de nouvelles opportunités. Il faut prendre un pari sur quels sont ces secteurs, sur la base des forces existantes, et investir sur ces secteurs-là, continuer à alimenter, et c'est déjà le cas, ça a été mentionné à d'autres reprises, continuer à alimenter et investir dans ce secteur-là pour attirer les investisseurs étrangers, encourager les entrepreneurs et obtenir des parts de marché. Parce que le digital va jouer un rôle à travers toute cette chaîne de valeur-là. Mais le digital, en fait, c'est une technologie, c'est une plateforme, c'est une manière d'atteindre cet objectif, ce n'est pas un agenda politique. Parfait. Alors, Madame El Mansar. Merci, Madame Soare. Je pense que pour que le digital soit un vrai moteur de développement, il faudrait que, on accélère ce changement des mentalités et cette conscience de l'importance du digital, à la fois dans le privé, dans le public et au niveau des utilisateurs et des citoyens. Deuxième chose, je pense qu'il y a… La changer comment, Madame El Mansar? En faisant une vraie promotion du digital, et je pense que si Nabri peut en parler un peu plus, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans la promotion du digital et dans la confiance numérique, en apportant des services au plus proche des utilisateurs, notamment avec, on a parlé, le portail qui donnera de la transparence sur les procédures administratives, avoir des programmes de gestion du changement. Quand l'ORAS est en train d'être déployé, donc la plateforme pour tout ce qui est démarche urbanistique est en train d'être déployée au niveau national, il y a un grand effort de gestion du changement, de formation de ces acteurs de la transformation digitale que sont les fonctionnaires aujourd'hui. Un deuxième levier pour en faire un vrai moteur de transformation digitale, c'est le rendre encore plus systématique dans l'administration pour que les lois comme la loi 5519 ou 4320 sur la confiance numérique ne restent pas juste des lois, mais soient des choses qui soient opérationnalisées sur le terrain, utilisées au service des citoyens et des entreprises. Que sur le volet économique, je pense qu'il faut continuer, comme le disait Sinbri, à soutenir les startups et les SS2I du secteur pour construire un écosystème qui peut porter cette transformation digitale, parce qu'on va arriver rapidement aux limites de l'écosystème et de ce qu'il peut porter. Et peut-être un dernier point. C'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on atteint cette limite de cet écosystème ou on atteint la limite des compétences. Monsieur Debril a dit, il y a un vrai problème de compétences sur le marché. Si vous parlez à n'importe quel acteur qui est en train de faire sa transformation digitale, moi j'en connais qui essaient de recruter 2 ou 3 Scrum Masters depuis quasiment 12 mois et qui ont du mal. Et puis ils sont recrutés, pas 6 mois quelque part, ils sont volés entre guillemets ailleurs. Donc il y a le volet formation et les meilleures formations se font sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin que l'écosystème s'agrandisse. En termes d'entreprise, je pense qu'on n'arrive pas à la limite encore, mais en termes de compétences, ça se voit. Tout le monde le ressent. Et peut-être juste un dernier volet pour que ce soit un vrai moteur de développement économique. Pour qu'un bon développement économique se fasse, il faut qu'il soit inclusif. Donc, il faut que ce soit aussi une opportunité pour de l'entrepreneuriat pour les jeunes, donc pour réduire le chômage. Et ça, c'est des initiatives comme celle de Maroc PME qui aident les entreprises à monter, les acteurs et les jeunes à monter des entreprises, mais aussi à les digitaliser. Et c'est une manière d'avoir une entreprise plus rapidement grâce au digital. Il n'y a pas de construction à faire. Et peut-être aussi sur le volet social plus large, avoir des systèmes un peu plus systématiques, entre guillemets, sur l'apport de ces services sociaux par le digital. On l'a vu cette année avec dans de nombreux pays, le paiement des subventions sociales à travers le mobile money, ou dans des pays comme le Togo, par exemple, où ce n'était pas très déployé, le Covid est arrivé, on a dit on le fait. Et donc, il y a une belle opportunité pour apporter les services sociaux de façon plus ciblée grâce au digital, notamment aussi avec le programme du RSE qu'il y a au Maroc, et beaucoup de choses qui font que je suis sûre que sur le volet social, ça va être un réel levier d'accélération pour apporter les services sociaux aux bonnes personnes et au bon niveau. On l'espère en tout cas. Inch'Allah. On croise les doigts. Monsieur Larossier. Oui, moi je pense qu'il y a effectivement, je rejoins Madame Mansal, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et des choses très positives et qui augurent de retomber dans le futur proche. Beaucoup d'initiatives publiques
qu'on a vues, stimulées effectivement par la crise, mais c'est des choses quand même qui sont structurelles et il y a une prise de vitesse dans l'exécution de toutes ces initiatives-là. Donc, je pense que parmi les leviers qu'on peut activer, c'est déjà des plateformes pour capitaliser sur les expériences, que ce soit public, privé, et avoir une connaissance de ces best practices un peu de manière très large. Donc, même si le digital, on le disait depuis le début, n'est pas une finalité, mais un outil qui devient très naturel, à un moment, il faut vraiment le mettre en visibilité pour que ces best practices soient quand même, entre guillemets, copiées, répliquées, améliorées par les autres acteurs. Je pense qu'il faut stimuler tous les axes qu'on a évoqués, que ce soit la connectivité, que ce soit la partie data, que ce soit le cloud, etc. Et je pense que sur tous ces sujets, il y a lieu de penser effectivement des écosystèmes et de penser des partenariats publics-privés à l'échelle du pays. Maintenant, à l'échelle de l'entreprise, je pense que le digital est porteur de cette démarche progressive, de cette démarche agile et itérative. Et donc, il faut rassurer effectivement les décideurs sur cette sérénité dans l'exécution de leur roadmap de développement en se basant sur le digital. Donc, c'est plus une question d'information et une question de pédagogie aussi chez les entreprises qui n'ont pas encore vu dans le digital quelque chose de concret et lié vraiment à leur développement. Ils le voient plutôt comme un must-have en termes de notoriété ou voilà. Donc, passer du stade du gadget. Et je pense qu'on revient finalement sur tous ces trois leviers à créer l'écosystème, à connecter ces initiatives et à mieux communiquer autour de ces initiatives-là pour qu'il y ait une avalanche, on va dire, de reprise d'expérience. Merci. On va clôturer cette conférence avec vous, Monsieur Nebri. Alors, je pense que ça va être beaucoup plus difficile parce que je pense que tout a été dit, mais si je reprends peut-être les derniers propos de M. Larossi, effectivement, d'abord, en fait, comment le numérique peut devenir un réel moteur ou levier de développement, c'est d'abord en le considérant comme un moyen et non une fin en soi. Il est certes vrai que le digital peut contribuer, par exemple, à améliorer l'interaction entre le citoyen et l'administration. Il peut aussi faire progresser l'entreprise vers une meilleure relation client. Mais à la base, en fait, si on prend un peu de recul, un peu d'auteur, tous ces enjeux, en fait, n'ont rien à voir avec le digital. Parce que, par exemple, un mauvais service, aussi digital soit-il, est condamné à disparaître de toute façon s'il ne répond pas à un objectif d'amélioration clairement identifié. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Après, à l'échelle du pays ou du gouvernement, donc si on veut parler beaucoup plus macro, je pense que le Conseil économique, social et environnemental a bien répondu à cette question. Vous l'avez souligné, Madame Solé, dans un des rapports. Je pense que vous avez fait allusion à un rapport qui a été récemment publié par le CESE, qui est relatif si mes souvenirs sont bons, par rapport aux impacts sanitaires, économiques, sociaux de la pandémie. Et dans ce rapport, il y a tout un axe, en fait, il me semble, c'est le 7e ou le 6e, qui invite en tout cas le gouvernement à mettre en place, ou en tout cas il donne son avis en disant que pour pouvoir avoir un réel moteur de développement, il faut mettre en place toute une politique nationale globale, inclusive de transformation digitale. Et il la considère en tout cas comme une inflexion majeure pour réussir la sortie de crise et favoriser ainsi en tout cas une mise en œuvre optimale du nouveau modèle de développement qu'on attend tellement, en tout cas qu'on attend beaucoup. Et je pense qu'en tout cas, selon le CESE, c'est quand même un levier transversal qui est aujourd'hui vital et qui permettrait en tout cas de driver pas mal de choses. Je ne dis pas que c'est une finalité, c'est un moyen parmi d'autres, mais en tout cas qui permettra en tout cas de driver notre développement socio-économique de demain. Voilà, je pense qu'effectivement tout a été dit par les panélistes. Et donc, je préférais conclure sur ce rapport qui est quand même fort intéressant, que j'inviterai en tout cas ceux qui nous suivent à lire attentivement. Merci beaucoup à vous tous. Alors, on a deux petites questions au niveau de la chatbox et il y en a une qui est adressée notamment je pense, à M. Larossi, puisque vous êtes un opérateur télécom. Donc, la question, c'est la partie télécom est importante car elle est la base de la connectivité du processus digital. Est-ce que le contexte réglementaire et légal marocain du secteur des télécoms permet le développement de cette connectivité sur tout le territoire et pour toute la population? En tout cas, le contexte réglementaire marocain est exceptionnel dans son évolution. Il évolue. Et puis,
il porte en lui l'obligation effectivement de l'ubiquité et de l'universalité. Donc, le développement de la connectivité est nécessairement couvrant tout le territoire. Après, il y a des obligations d'assurer ce service universel aujourd'hui avec des initiatives vraiment spécifiques au haut débit et qui ont été lancées par le régulateur et donc par l'État et qui permettront demain d'avoir vraiment du haut débit dans des collectivités qui jusque-là étaient des zones grises ou zones blanches. Et les acteurs économiques comme les opérateurs agissent justement pour la réalisation et pour la construction de cette connectivité. Voilà. Alors, il y a une autre question, je pense qu'elle pourrait être adressée à M. Marciano. C'est qu'aujourd'hui, il y a un grand retard au niveau de l'open data. Est-ce que vous pensez que cela changera avec la digitalisation? C'est une bonne question, c'est une question intéressante. Je pense que ça va évoluer avec la digitalisation et ça va amener à évoluer à plein de niveaux. Il y a un intérêt économique pour l'entreprise et pour les administrations à démocratiser l'accès à l'open data pour pouvoir accompagner les sujets de société, les sujets d'actualité du moment. On a parlé de la gestion de la crise sanitaire. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'open data peut apporter de la valeur. Je pense qu'il y a un environnement législatif complexe qui fait que ce n'est pas un processus simple, mais avec le temps, ça va continuer à évoluer. Et tout à l'heure, vous avez posé une question autour de tout ce qui était la gestion de l'énergie pour les data centers. Il faut savoir que la manière dont nous, on a abordé cette thématique au sein de Facebook, c'est ce qu'on appelle open compute. Comparé dans l'approche, dans l'idée, c'est à peu près la même idée, qui est de dire comment est-ce que demain, on a une approche ouverte au hardware pour pouvoir permettre aux entreprises de construire des data centers qui sont ajustés parfaitement à leurs besoins, qui sont efficaces, qui sont le plus écologiques possible, et ainsi de suite. Donc, c'est ce partage d'informations communautaires qui permet à la communauté en son ensemble d'être plus efficace. Et c'est le même principe qui va s'appliquer, qui va continuer à exister. Il y a des domaines où ça ira plus vite que d'autres, mais clairement, c'est un sujet d'avenir. Et à mon avis, ça va mécaniquement s'élargir. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on peut clore cette conférence. Je voudrais vous remercier, vous les participants et tous les intervenants pour votre brillante intervention, très enrichissante. C'est un sujet, je pense, qui peut durer des heures et des heures. Et aujourd'hui, le pari est lancé, notamment au Maroc. Et voilà, comme vous avez tous dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des moyens, il y a du financement, mais il faudrait qu'il y ait une réelle volonté de part et d'autre pour qu'on puisse avancer dans les différents chantiers. En tout cas, j'ai eu plaisir vraiment à participer avec vous et à vos côtés dans cette conférence. Et merci encore à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Et Khadija, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Salwa, pour la qualité du débat. Merci à nos chers intervenants pour ces échanges dynamiques et fructueux. Je remercie aussi l'ensemble des participants de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle webconférence sur la sécurité des enfants en ligne. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.